Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Récap Info. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons notamment revenir sur le feuilleton politique qui a agité la politique locale tout l'été, celui de Grenoble-Alpes Métropole. Et qui mieux pour en parler que son président, Christophe Ferrari. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes donc président de la métropole de Grenoble, mais aussi maire de Pont-de-Claix. On va en reparler avec vous. Vous allez pouvoir nous donner votre version des faits. On parlera aussi de votre plan de mandat. Et évidemment, on reviendra sur l'actualité de ces derniers jours. Mais avant cela, un petit résumé s'impose avec l'aide de quelques dessins de notre ami Clé de 12. Alors, après les résultats des élections municipales, plus de 3/4 des élus de votre ancienne majorité venaient d'être réélus et votre élection à la tête de la métropole n'aurait pu être qu'une formalité. C'était compté sur la décision de la ville de Grenoble de présenter contre vous un candidat de votre ancienne majorité, le président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, Yann Mongaburu. Le 17 et même le 18 juillet, vous étiez finalement réélu au 3e tour à minuit passé. Les vacances n'auront pas tellement permis de faire retomber la pression puisque le 18 septembre, l'élection des vice-présidents par vote électronique, c'était une première, donnait encore lieu à des débats et des suspensions de séances interminables. Résultat, vous étiez obligé de convoquer de nouveau le Conseil vendredi dernier pour procéder à l'élection des membres des commissions dans lesquelles la métro est partie. On s'acheminait vers le même scénario que lors de vos 2 précédentes rencontres. Et puis finalement, vous avez fini avant la nuit. Et la nuit tombe de plus en plus vite. À ce propos, je me félicite que vous ayez trouvé un accord. Sinon, on aurait dû patienter une semaine de plus pour vous recevoir dans cette émission. Christophe Ferrari, aujourd'hui, est-ce que la métropole est en ordre de marche ? La métropole a un président, un exécutif, des vice-présidents. Ils seront complétés de conseillers délégués dans les jours qui viennent pour accompagner les vice-présidents et les vice-présidents dans leurs tâches. Il y a des présidents de commissions. Les commissions se sont réunies aujourd'hui. Elles se réunissent aujourd'hui et elles se passent plutôt bien depuis ce matin. Un bureau a été voté avec toutes les sensibilités politiques. Ça sera le lieu des grands débats métropolitains qui permettront, là encore une fois, d'écouter tout le monde. Et une majorité constituée des 4 groupes historiques qui est donc tout simplement en place. Nous aurons un conseil le 16 octobre où là, nous allons engager des nouvelles actions plus fortes pour tout simplement amplifier un certain nombre d'actions métropolitaines, notamment en matière de transition énergétique et écologique, en matière de soutien à l'économie. Donc vous voyez que oui, nous sommes en route et en ordre de marche. Alors tout ça a pris un petit peu de temps. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parvenu à vous mettre d'accord avant le 17 juillet d'abord ? Parce que la démocratie prend du temps. Parce que la démocratie prend du temps et parce qu'il y a eu, je dirais, dans la majorité, les 4 groupes, finalement un choix avec 2 candidats. Et cette question des 2 candidats était posée jusqu'au 17 juillet. Moi, j'ai proposé à un moment donné de me retirer si le candidat de la ville-centre se retirait, parce que la métropole, c'est un équilibre. L'intercommunalité, c'est l'équilibre. Ce n'est pas tous les pouvoirs dans les mêmes mains, et notamment, évidemment, la ville de Grenoble. Donc c'était ce choix-là. Cette main tendue n'a pas été saisie à l'époque. Et nous nous sommes retrouvés de fait le 17 juillet avec un choix qui devait être fait. Oui, mais alors entre le 17 juillet et le 18 septembre, ça n'allait pas mieux non plus. D'abord, il y a eu l'été. Et puis, je voudrais quand même juste donner un peu d'éléments de recul. Au soir du 17 juillet, il y avait un certain nombre de personnes qui constituent la majorité, qui disaient jamais nous serons de nouveau dans une majorité. La réalité, c'est qu'à peine 2 mois après, nous avions constitué une majorité. Visil avait permis finalement de reposer des éléments du débat. Tout est encore réglé, soyons clairs. Je ne vais pas mentir à celles et ceux qui nous écoutent, mais on a déjà pu se dire que le sujet, ce n'était pas nos personnes, c'était quand même un sujet de politique publique et que nous avions à les faire ensemble. Alors justement, on va regarder cette petite interview d'étudiants en droit public qui ont assisté à l'élection des vice-présidents. Et je vous propose d'écouter les propos de l'un d'eux et de leur enseignant. Vous nous avez préparé à que soit la gauche et les écolos allaient se réconcilier, soit qu'ils n'allaient pas réussir à se réconcilier et qu'ainsi ça allait être un peu tendu aujourd'hui. On n'a pas été déçus. Et ce qui interpelle surtout, ce sont les négociations en coulisses.
qu'ils voient comme des jeux de pouvoir. On a effectivement toutes les problématiques politiques, d'alliance, d'accord ou d'absence d'accord, les passes d'armes. Dans les intercommunalités, il y a beaucoup de jeux de coulisses, derrière salle, et donc ça c'est très intéressant pour eux de le comprendre dans la réalité. Grande question à se poser, est-ce que, en fin de compte, c'est des élections qui sont plus, on va dire, pour les personnes, pour les têtes des partis, ou alors est-ce que vraiment ils jouent le jeu de la métropole ? Alors, est-ce que vous comprenez, Christophe Ferrari, que l'on puisse se poser cette question, que les métropolitains, les habitants de la métropole se la posent aussi? Bien évidemment, mais en fait, si tout avait été posé comme ça, très vite, d'un seul coup, quels auraient été les débats qui auraient été dits? Ils se sont arrangés entre eux, ils ont constitué des équipes. Nous avons eu des débats entre nous. Parce que derrière les deux candidatures, il y avait aussi une forme d'approche de l'intercommunalité qui était posée. Il y a une majorité politique mais, dans une métropole, mais il y a aussi un véritable projet de territoire à poser. C'est-à-dire qu'il y a 49 maires, qu'on ne peut pas oublier comme si c'était une assemblée comme une autre, avec une majorité et une opposition. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de communes dans la majorité, communes dans l'opposition. Il n'y a que des communes qui sont toutes engagées pour le développement métropolitain. Donc derrière les deux candidatures, il y avait aussi, d'une certaine façon, deux approches de la gouvernance métropolitaine. Il fallait bien qu'elles soient tranchées. Et si elles n'avaient pas été tranchées, on aurait dit, bah voyez, encore une fois, ils n'ont même pas été au bout du débat et les choses n'ont pas été finalement réglées. Là, elles l'ont été, d'une certaine façon. Mais ces discussions, est-ce que c'était pas aussi un peu de temps perdu? La semaine dernière, le maire de Coran disait « Moi, je suis pas payé pour venir là tous les vendredis, perdre mon temps ». Il a raison sur ce point-là. C'est pour ça que moi, en fait, la chose s'est vite réglée vendredi dernier. Vous avez bien compris. Moi, j'avais tout simplement proposé des modes de répartition dans les outils déjà depuis 15 jours. Il s'avère que deux groupes n'avaient pas répondu alors que tous les autres l'avaient fait. Moi, je considérais que le travail a été fait. Et finalement, c'est ce qui a été dit après par Yann Mongaburu lui-même, estimant et que tout le monde a voté les listes. Puisque ce qui est particulier quand même à la fin, c'est que c'est une unanimité sur l'ensemble des désignations. Ça veut dire que finalement, majorité comme opposition se sont retrouvés dans la façon tout simplement de poser un équilibre territorial. Les 20 vice-présidents ont été élus. Alors, certaines délégations, je dois bien le dire, nécessitent quand même une petite explication de texte. Pierre Véry, le maire de Gières, a été élu à la transition écologique. Yann Mongaburu au défi climatique. Transition écologique, défi climatique, c'est quoi la différence? La transition écologique, Pierre Véry a toute l'application du plan air, énergie, climat. Le défi climatique est aujourd'hui beaucoup plus vu sous l'angle de tous les sujets d'éducation à l'environnement et également les sujets de biodiversité. Donc, vous voyez que c'est derrière des mots, quelques mots, il y aura des arrêtés de délégation qui sont en préparation, qui vont être travaillés, et derrière lesquels il y aura évidemment de façon plus précise les choses. Vous l'avez dit, les listes ont été votées à l'unanimité, mais est-ce que cette querelle, ça peut quand même pas laisser des traces dans le fonctionnement de l'institution? Est-ce que vous ne craignez pas? Non, l'institution, elle est robuste. L'institution, elle est robuste. La métropole, elle est installée. Elle est reconnue comme un acteur majeur du territoire pour animer, pour coordonner, pour donner du sens sur un certain nombre de politiques économiques, de proximité, de transition écologique. Évidemment, l'institution est solide, mais ça n'empêche pas les femmes et les hommes qui constituent les groupes. Et on est dans un cas extrêmement atypique, c'est-à-dire qu'aucun groupe n'a la majorité absolue. Alors, il y a un groupe des collègues écologistes qui est plus important, mais en même temps, ce groupe n'arrive pas à être majoritaire seul. Et il a tenté avec le groupe des communistes, mais là non plus. Il n'a pas réussi à constituer une majorité. Parce que la question, c'est finalement pas simplement d'être 38, mais c'est d'atteindre les 60 et plus pour pouvoir faire passer un certain nombre de délibérations. Et puis il y a les recours déposés par l'ADES, une association écologiste, pour demander au tribunal administratif d'annuler votre élection et celle des vice-présidents. Vous y croyez, vous, que les écologistes du groupe UMA ne sont pour rien dans ces procédures? C'est une pantalonnade, cette histoire. L'ADES est une association très connue depuis toujours sur notre territoire et elle a apporté des choses intéressantes dans ce territoire. Elle a permis de faire dire le droit de façon importante sur un certain nombre de sujets. Mais de là à dire qu'elle est
déconnecter complètement des équipes, soit du groupe des écologistes à la métropole, soit des équipes d'Éric Piolle à la mairie. On sait très bien qu'au sein du conseil d'administration de l'ADES, il y a des élus à la fois métropolitains écologistes et à la fois... Donc, évidemment, moi, ça m'a fait sourire, je n'y crois pas. Je trouve ça regrettable. Et d'ailleurs, je vois la tête des vice-présidentes et des vice-présidents écologistes qui doivent venir à la métropole chercher leur pli et qui n'en ont pas très envie, parce que beaucoup ne le comprennent pas, que finalement, ça soit qu'on puisse contester cette élection des vice-présidents, alors qu'il y a eu un accord politique, tout simplement. Et puis, là où c'est quand même, on marche un peu sur la tête, on sait tous très bien, et on va le dire, que celui qui est à l'origine des recours, il participe à toutes les réunions du groupe des écologistes à la métropole comme à la ville. Il s'agit de Vincent Compara. Voilà, mais il en a le droit. Moi, je ne le critique pas, je n'ai pas à juger, mais qu'on ne me dise pas que c'est un citoyen inconnu des collègues écologistes. Il se voit à toutes les réunions qu'ils organisent. Et puis, quand même, cerise sur le gâteau, permettez-moi juste de le dire, et c'est un scoop, c'est lui qui a porté le recours, et c'est lui qui va défendre les vice-présidents écologistes dans leur recours, dans la constitution de la réponse à leur recours. Moi, désolé, mais pour moi, c'est un peu trop, c'est too much pour moi. Et je trouve ça finalement risible et je ne trouve pas ça sérieux. Mais alors, est-ce que la confiance est toujours là? Mais moi, je la construis tous les jours. Mais moi, je ne fais pas des recours. Hein. Ni les membres des groupes NMC, ACT, ni même communistes. Personne ne fait des recours. Les recours sont là pour défier. Alors après... Écoutez, l'ADES a décidé de faire des recours, dont acte. Moi, j'ai dit, on attendra le juge. On attendra le juge. Le juge dira ce qu'il en est. Il a déjà dit des choses cet été. Hein. Il a rejeté effectivement le recours contre ma propre élection. Il y a désormais un recours au Conseil d'État contre mon élection, avec en plus une demande d'inéligibilité pour moi. Et l'inéligibilité, vous savez, elle est demandée uniquement quand quelqu'un a bourré des urnes. Hein. Donc vous voyez que ceux qui appellent à la confiance... ferait bien de mesurer parfois les griefs qu'ils intentent en matière de procès. Alors moi, ça me passe au-dessus, parce que je suis tranquille dans mes baskets. L'élection, elle a été régulière, elle a été faite de bonne façon. C'était Georges Oudjaoudi, le doyen. C'est lui qui a suivi, qui a contrôlé. Moi, j'étais assis dans la salle. Vous m'avez vu. Donc voilà. Encore une fois, tout ceci, moi, je pense que c'est pas nécessaire, véritablement, en tout cas, pour un travail qui soit le plus apaisé possible, quoi. Oui, mais comment on va faire pour passer au-dessus de tout ça dans les discussions, on va les laisser votes? le temps se faire pour que le juge juge, et puis on verra très bien. Mais moi, dans ce temps-là, je ne m'arrête pas de travailler, et je travaille avec les vice-présidentes et les vice-présidents pour faire en sorte que le 16 octobre, on ait des délibérations importantes sur la rénovation thermique des bâtiments, sur la rénovation, les aides aux entreprises en matière de rénovation thermique. Bref, il y a plein de choses. Et nous mettons en œuvre cela. Il faut quand même noter que la ville de Grenoble a décidé de reprendre l'une de ses compétences, la compétence de voirie. Elle ne peut pas reprendre la compétence voirie, puisqu'une compétence qui est transférée par la loi ne peut pas être reprise. Elle reprend son pouvoir de police. Les communes, là, ont 6 mois. Les maires ont 6 mois pour dire « je confie mon pouvoir de police de circulation », très très précis. Hein. Vous savez, c'est 1% des pouvoirs de police des maires qui sont transférés à la métropole. C'est juste pour pinailler, alors? Non, c'est pas pour pinailler. S'ils font le choix, le choix est légitime pour les maires de faire leur choix. Je ne critique pas. Le choix d'Éric Piolle, c'est le choix d'Éric Piolle. Mais derrière, ce que je mesure, c'est qu'il doit se doter d'hommes et de femmes et embaucher des agents tout simplement dans sa propre commune pour faire ce que nous faisions nous-mêmes à la métropole, et qui sont les arrêtés de circulation, les arrêtés de voirie. Vous voyez, quand vous avez besoin de déménager et d'utiliser une place tout simplement de stationnement pour mettre un véhicule particulier ou autre, c'est ce que vous demandez. Donc, vous voyez la portée de la compétence. Vous avez dit avoir voulu une majorité de gauche et plurielle. Le 17 juillet, vous avez été élu en partie avec les voix des élus de La République En Marche, du groupe Métropole Territoire de Progrès Solidaire, mené par Laurent Tovist, et du groupe d'opposition. Aujourd'hui, ces élus-là, ils ont l'impression que vous les avez un peu laissés tomber. En tout cas, ils ne l'expriment pas de cette façon-là. Encore une fois, moi, je n'ai eu aucun accord politique avec ni les élus de l'opposition de la droite républicaine, ni les élus centristes et de La République En Marche. D'ailleurs, plus personne ne le dit, ça.
qu'il y a eu quelque accord, que ce soit entre Christophe Ferrari et eux. Ça a été simplement le 17 juillet, dans la rage et la colère de ceux qui ont perdu. Et évidemment, en fait, c'est posé tout simplement un choix de troisième tour. C'est un choix de troisième tour, c'est finalement un choix de maire, un choix d'élus communaux qui ont dit qu'est-ce qui est le plus intéressant pour le territoire. Ce n'était pas forcément un choix d'étiquette politique. Et moi, vous savez, j'ai eu autant de voix de gauche que Yann Mongaburu. Donc là-dessus, je suis de cette phase du 17 juillet. Nous avons une co-responsabilité de ce qui s'est passé. Jeudi prochain, puisque vous parliez d'Yann Mongaburu, jeudi prochain, ce sera l'élection du président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'air grenobloise, je le rappelle. La métropole dispose de 16 représentants. Est-ce que Yann Mongaburu pourrait rester président? Est-ce que ça marquerait une sorte d'apaisement dans vos relations avec les écologistes ou est-ce que vous souhaitez un président plus consensuel? D'abord, la convocation du conseil syndical du SMAG n'est toujours pas faite. Ça pourrait changer de date? En tout cas, elle n'est pas dans ma main, puisque c'est dans la main du président, Yann Mongaburu. Donc c'est à lui de signer cette convocation et du coup de convoquer les élus. L'idée que ça soit jeudi prochain, c'est l'idée qui a été émise. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que les discussions ne sont pas terminées. En tout cas, il faut être sérieux, il faut avancer. Il faut qu'il y ait... tous les outils sont en train de s'organiser pour élire leur présidente, leur président. Donc il serait normal que l'on ait très rapidement l'élection, évidemment, du président ou de la présidente, je n'en sais rien, mais en tout cas de la présidence et de l'exécutif du SMAG, et puis que l'on puisse présenter le compte administratif 2019 qui n'a toujours pas été présenté. Et nous sommes dans des délais assez problématiques d'ailleurs, qui pourraient faire que la Chambre régionale des comptes se saisisse du compte administratif. Et donc voilà, moi je ne voudrais pas, pour l'image que ça pourrait donner tout simplement pour le territoire. Nous sommes dans un syndicat qui a changé. Le SMAG est devenu un syndicat de coopération territoriale. Il était un syndicat entre le département et la métropole avant, c'était le SMTC. Il est devenu 80% métropole, 20% SMTC. Donc c'était un syndicat métropole quasiment. Et aujourd'hui, c'est un syndicat avec le Voironnais, avec le Grésivaudan. Le Grésivaudan s'est fortement engagé dans la construction de ce syndicat. Le département est toujours là, avec des velléités de sortir, mais aussi peut-être d'être de nouveau dans la dynamique collective. La région est là en attente, puisque c'était quand même la vice-présidente de la région qui avait conduit le travail, Madame Guibert, pour constituer un syndicat SRU. Donc, vous voyez bien que c'est un syndicat qui n'est plus seulement un syndicat métropolitain, même si son budget, c'est 90% amené par la métropole aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est un syndicat de coopération. Et comme tout syndicat de coopération, il faut qu'il y ait un caractère consensuel dans sa présidence et il faut qu'il y ait une équipe pluripolitique de toutes les sensibilités politiques, puisque nous aurons à accueillir de nouveaux territoires. Le Trièves, la Matésine, l'Oisan, la Bièvre, tous ces territoires, peut-être le Vercors et d'autres. Donc il faut que, finalement, ce que représente le SMAG dans les mois qui viennent soit une image qui dise, en fait, vous êtes les bienvenus, parce que pas forcément clivant politiquement, pas forcément d'une obédience politique particulière. Donc il faut être extrêmement attentif à ça. Vous savez, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours annoncé lorsque j'ai fait de la coopération avec les territoires voisins. Est-ce que cette image, ça pourrait être celle d'Henri Bell, le président de la communauté de communes du Grésivaudan, qui était à votre place la semaine dernière et qui se présente? 90% du budget du territoire du SMAG, c'est apporté par la métropole. Donc la logique est que ce soit un élu métropolitain. Et qu'il y ait ensuite un équilibre plus général à l'intérieur de l'ensemble des forces, oui, bien sûr. Et chaque territoire, d'ailleurs, c'est prévu dans les statuts, que les territoires aient des vice-présidences pour pouvoir le gouverner. Alors, comme nous sommes toujours à la pointe de l'actualité, dans le Récap Info, il y a 2 semaines, nous recevions Sylvain Laval, qui est lui vice-président à la voirie. La voirie, c'est un domaine qui prend aussi tout son sens quand on parle des mobilités. Est-ce que ça pourrait être un bon candidat ?
Sylvain Laval a fait une très très belle élection à Saint-Martin-le-Vinoux. Élu au premier tour. Élu au premier tour. Et c'est un maire qui est engagé, qui a été très engagé dans la construction de la majorité métropolitaine. Moi, je trouve qu'il a de grandes qualités. Oh, très bien. Les mobilités, c'est l'une des grandes lignes de votre plan de mandat. Oui, parce que, et en fait, nous savons derrière que nous avons le sujet du RER métropolitain. Et le RER métropolitain ne se fera pas sans la région. Donc là aussi, en termes finalement d'accord collectif sur une gouvernance, la place demain de la région dans le SMAG est déterminante. Et moi, je souhaite que la région soit parmi les collectivités qui soient membres. Donc le RER métropolitain, organiser demain nos offres de transport public autour de nos gares, autour de ce RER, déployer Métro Vélo dans tous les territoires. Ça veut dire que sans doute, d'ailleurs, le logo Métro Vélo disparaîtra. Il faudra que nous créions, Grésivaudan, Voironnet et nous, un logo qui nous soit nouveau et qui fasse territoire. Donc il faut passer dans ces changements demain. Et c'est bien cela, l'enjeu de ce grand territoire, c'est la mobilité. Et la gratuité des transports en commun ? La gratuité des transports en commun, Yann Mongaburu avait commandé il y a quelques mois de cela, c'est-à-dire à la fin du mandat, une étude qui indiquait que le coût de la gratuité serait aux alentours de près de 60 millions d'euros. Nous rentrons dans des périodes qui vont être extrêmement dures financièrement, puisqu'en matière de recettes, d'origine économique, qui est notre principale recette à nous, la métropole, nous allons rentrer dans des périodes compliquées, voire des baisses de ressources. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir une gratuité ciblée en direction d'un certain nombre de populations et par contre une tarification qui soit au revenu me paraît la justice. Mais par contre, nous pourrions imaginer des gratuités certains moments de la semaine particuliers pour permettre tout simplement à certaines et certaines de se déplacer plus facilement. Après, nous sommes dans une période Covid compliquée. On voit très bien qu'on n'a pas retrouvé très largement notre fréquentation dans les transports publics. Donc voilà, le sujet de la gratuité est un beau sujet. Mais aujourd'hui, sans des évolutions nationales sur le financement des mobilités, il sera quand même très compliqué d'aller vers cela. La métropole possède depuis mercredi la première voie de covoiturage sur autoroute en France. C'est sur la 48, 8 km après le péage de Vorep en direction de Saint-Égrève. Je propose de regarder le reportage de Lina Badreddine. Une nouvelle signalétique s'installe sur l'A48 dans le sens de Lyon vers Grenoble après le péage de Vorep. Il s'agit de ce losange blanc sur fond noir qui indique l'ouverture de la voie de gauche réservée au covoiturage sur 8 km, une première en France. Elle s'active en période de pointe, lorsque les bouchons apparaissent, matin et soir, avec un logiciel qui calcule la vitesse moyenne des véhicules en permanence. Et lorsque cette vitesse atteint un certain plancher, c'est le PC Area à Nantes qui est averti et qui met en service cette voie réservée. Cette voie limitée à 50 km/h lorsqu'elle est activée est réservée aux véhicules de plus de 2 occupants, aux taxis et aux véhicules à émissions zéro carbone comme les voitures 100% électriques ou hydrogène. L'objectif de cette voie de covoiturage, c'est de massifier l'usage de l'infrastructure existante, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de personnes dans les véhicules de façon à réduire le nombre total de véhicules et donc de réduire la congestion actuellement qu'il y a sur l'autoroute A48. En milieu urbain, l'occupation moyenne d'une voiture est de 1,06 personnes. Pour connaître le taux de remplissage des automobiles sur la voie réservée, ce radar compte le nombre de personnes à l'intérieur de chaque véhicule. Donc on a mis en place un système de comptage du nombre d'occupants et derrière il y a un panneau lumineux aussi qui s'affiche pour les véhicules qui ne sont pas autorisés à y circuler et qui dit « seul à bord, changer de voie ». Donc ça c'est une première phase si je puis dire et ensuite donc il y aura une phase de contrôle-sanction puisqu'en fait si on circule sur cette voie sans y être autorisé, on risque une amende de 135 €. En attendant cette phase de contrôle-sanction, le radar permettra d'étudier la voie pour déterminer son impact sur l'évolution du covoiturage et sur l'environnement. Une réaction, Christophe Ferrari, à ce reportage ?
Moi, je suis très très fier de ce qui a été présenté parce que ça a été un travail de plusieurs années, de 3 ans. Moi, je salue Area, Philippe Noury, Ghislaine Baimon pour le travail que nous avons mené, Métropole, SMAG et évidemment, bien sûr, Area, l'État, évidemment, pour avoir permis finalement cette expérimentation qui est assez unique en France. Je trouve dommage qu'on n'ait pas pu l'inaugurer un peu plus fortement parce que c'est important de l'expliquer, mais l'important, c'est qu'elle soit largement utilisée dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est ça aussi l'innovation territoriale qui permet, encore une fois, de trouver des solutions aux bouchons, à l'engorgement de notre métropole. Et un petit peu plus loin, l'aménagement de la 48 et la transformation du Rondeau qui reste à venir. Oui, voilà, je me rappelle en 2014, lorsque j'ai été élu président, l'opposition disait comment vous allez faire dans votre majorité pour permettre de régler ce problème si ancien qu'était le Rondeau et la 480. La réalité montre que nous pouvons avoir des convictions écologistes et d'autres convictions. Nous pouvons trouver des compromis qui soient des bons compromis pour le territoire. Et c'est ce que moi j'ai fait en tant qu'animateur de cette majorité et ce que je vais continuer à faire en tant que président. Depuis le début de votre premier mandat, on est passé d'une communauté d'agglomération à une métropole avec donc de nouvelles compétences. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous souhaitez élargir ces compétences ? Non, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas d'évolution territoriale. On reste à 49 communes. On reste à 49. 49 communes, c'est déjà un nombre de maires avec qui il faut avoir la souplesse. Et on l'a vu, c'est pas simple. Du travail, évidemment. Donc les avoir au téléphone et travailler ensemble. Et en termes de compétences, je pense qu'il faut qu'on arrive à être plutôt dans un mandat de projet de stabilisation. Moi, je vais faire des états généraux au mois de novembre, des compétences transférées. C'est-à-dire que toutes les compétences qu'on a transférées au dernier mandat, on fait un bilan sur la qualité du service et on tire un trait. S'il y a besoin de mettre des moyens nouveaux de la métropole, on les mettra. S'il y a besoin de reconfier aux communes la gestion, non pas la compétence, mais la gestion, ça sera fait là où c'est nécessaire, de façon pas uniforme sur le territoire, parce que l'uniformité n'est jamais la meilleure des politiques, en fait. Il faut s'adapter au terrain, s'adapter à la réalité de chaque commune, et c'est ce que les États généraux nous donneront, qui seront en novembre, début novembre. Alors, l'une des compétences de la métro, c'est l'aide aux entreprises. Ça prend tout son sens en cette période particulière de crise sanitaire. Oui, on a voté à l'unanimité un bon nombre de mécanismes de soutien aux entreprises. On s'est beaucoup focalisé sur les petites et moyennes entreprises, car le dispositif d'État, que ce soit le chômage partiel ou d'autres dispositifs, pouvait aider des entreprises plus importantes. Et nous nous sommes intéressés à celles qui étaient les plus fragiles et celles qui pouvaient demain, évidemment, être mises le plus en difficulté dans le cadre de la crise du coronavirus. Donc, c'est des aides qui ont plutôt été saluées. Moi, j'ai souhaité qu'elles soient souples, faciles, et c'est plutôt le retour qui nous est fait des acteurs économiques qu'une aide arrive à être payée en 15 jours, 3 semaines. La situation dans la métropole est préoccupante. Pour l'instant, nous sommes en alerte rouge renforcée. Le plan blanc a été activé dans tous les établissements de santé publics et privés avec l'aide également des médecins libéraux. C'est une première. Vous avez participé jeudi à la réunion entre Jean Castex, Éric Piolle, le préfet de l'Isère et un représentant de l'Agence régionale de santé. Que vous a dit le Premier ministre ? Et il y avait également le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cela a duré près d'1 heure et demie. Dans un échange de qualité, où nous avons reposé finalement les données que nous avions pour bien les partager, et puis aussi bien mesurer un certain nombre de projections qui étaient imaginées notamment par l'Institut Pasteur, dont c'est son métier et son rôle, et qui, notamment en direction des personnes âgées, est particulièrement préoccupante. Nous avons des taux de positivité et des taux d'incidence sur la métropole qui sont extrêmement élevés. Globalement, extrêmement élevés pour les jeunes, notamment et les étudiants également. 4 clusters sur 8 sont à l'université. Et également un taux chez les plus de 65 ans élevé. Donc il y a un véritable mécanisme de contamination des plus de 65 ans qu'il nous faut absolument ralentir et qu'il nous faut absolument stopper. C'est d'ailleurs pour cela que moi je convoque une conférence des maires mardi
prochain, avec les vice-présidentes et les vice-présidents des CCAS des communes. J'ai invité également le département, le préfet, pour que nous puissions, notamment en direction des personnes âgées, avoir des messages groupés extrêmement clairs. Et j'ai besoin des maires pour qu'ils puissent le dire quasiment dans le porte-à-porte nécessaire pour exprimer attention de rester et de bien se protéger. Les projections nous disent qu'à la mi-octobre, nous serions dans un niveau de saturation de nos services de réanimation déjà inquiétant. Et fin octobre, nous aurions des services de réanimation dépassés, ici, à Lyon et à Saint-Étienne. Donc ça veut dire que dans la capacité que nous aurions à transporter des malades serait rendue encore plus difficile. À partir du moment où moi j'entends cela en tant que président de la métropole, évidemment, notre sujet, c'est de faire de la prévention et de faire de ces 8 jours, car on s'est donné 8 jours, avant de refaire le point, et le Premier ministre a dit que nous referions le point, tout simplement pour voir si nous avons des mesures plus coercitives à mettre en place plus tard. Moi, j'ai défendu l'idée que les bars, restaurants puissent rester ouverts. Il est important que les secteurs économiques ne soient pas mis en danger encore plus. Déjà, 22 heures, c'est tôt pour fermer des restaurants. Mais en tout cas, il ne fallait pas que ces derniers voient leurs rideaux fermés là, aujourd'hui. Après, nous avons tous un rôle, et moi je lance un appel à toutes celles et ceux qui nous écoutent, de faire attention, parce que l'essentiel des contaminations se font dans le milieu intrafamilial. Donc des jeunes qui contaminent leurs parents, qui contaminent leurs grands-parents. Et en fait, c'est ça la chaîne et la mécanique, et il nous faut absolument l'enrayer, parce que dans ces cas-là, nous aurons des décès, et nous avons une responsabilité de citoyen à œuvrer dans ce sens dans les jours qui viennent. Alors pour l'instant, ce sont les bars qui ferment à 22 heures. Si les restaurants devaient fermer, comme c'est le cas à Marseille, où la situation s'améliore, est-ce que la métropole serait prête à les soutenir ? Nous les soutenons évidemment déjà. Et évidemment, nous, en fonction de la situation sanitaire, nous regarderons cela avec attention. Mais moi, je considère qu'il n'y a jamais eu de cluster dans les restaurants. Oui, ils se considèrent comme les boucs émissaires, en quelque sorte. Mais on peut comprendre. Moi, je peux comprendre, parce que déjà, ils ont subi pleinement le confinement au mois de mars. Et là, on leur dit, globalement, vous devez fermer. Je pense que lorsque l'on est à l'intérieur d'un restaurant, on s'assoit, on est dans des espaces qui sont délimités. Je pense que tout ceci, c'est finalement comme des espaces de travail qui pourraient être organisés. Donc pour moi, j'ai une sensation que le risque est quand même largement beaucoup plus maîtrisé. C'est la responsabilité individuelle pour vous qui prime, mais c'est difficile de contrôler les gens chez eux. Oui, mais justement, au restaurant, ils sont plus contrôlés que ne le font chez eux dans leur salon, où ils invitent potentiellement les voisins, les copains, des copines, et où là, tout ceci, évidemment, donne joie au virus de circuler. Alors, cette semaine a également été donné le coup d'envoi de la semaine de l'emploi organisée par la métropole. C'est un moment important cette semaine ? Évidemment, c'est un moment important, la semaine de l'emploi. L'emploi, c'est une des dernières compétences transférées des communes vers la métropole, qui nous permet encore une fois d'unir nos forces et de travailler avec notre tissu économique local, tout simplement pour permettre à des demandeurs d'emploi qui sont les plus éloignés de l'emploi, tout simplement à trouver un emploi. Et je pense que en ayant la compétence du développement économique, l'installation d'activités économiques sur notre territoire, le lien si étroit avec les entreprises et cette compétence emploi, on peut mettre en parallèle les deux au service justement de la lutte contre le chômage. La métropole a également la compétence en matière de grands équipements sportifs. Je pense à Pôle Sud ou au Stade des Alpes. Alors en ce moment, la patinoire Pôle Sud est en travaux et les brûleurs de loups se voient contraints d'aller s'entraîner à Vaujany. On va regarder le reportage de Lucille Dailly. La patience n'est pas une matière enseignée en club, mais les brûleurs de loups peuvent en tout cas nous en dispenser une bonne leçon que voici. Image numéro 1, les hockeyeurs grenoblois champions de France tentent de conserver leur titre. Premier des phases régulières, ils se qualifient pour les demi sur une série de 4 victoires, parcours parfait. Image numéro 2, le parcours s'arrête. Les demi-finales sont reportées, la France est confinée, la Ligue Magnus est effacée. Image numéro 3, la saison est annoncée, il faut s'entraîner, mais la patinoire est fermée. La fin des travaux se fait désirer, les premiers matchs à domicile sont décalés. Image numéro 4, le plan B, 2 heures de route aller-retour chaque jour, étirement masqué, entraînement protégé, bilan des athlètes tout sourire qui savent que rien n'est simple, que rien n'est sûr, mais qui ont appris à faire avec.
On attend, c'est vraiment on joue le jour, puis on reçoit un texto comme quoi, OK, on s'entraîne là, OK, on s'entraîne pas. Mais ça va, les joueurs prennent du plaisir quand même, puis c'est ça l'important. Du plaisir en relativisant, avec la conscience de la chance d'être en bonne santé et de pouvoir enfin pratiquer leur sport. Et du plaisir en apercevant déjà la coupe au bout, comme si finalement il suffisait de jouer plus longtemps le deuxième acte d'une saison interrompue. Quand vous voyez que le groupe a quasi pas changé, tous les gars, quasiment toute l'équipe a resté pareil. Puis on a senti les joueurs étaient excités pendant cet été de recommencer. Puis grâce à ça, la préparation était excellente tout l'été. On est sur une phase de finir, commencer qu'est-ce qu'on a pas fini l'année passée. Puis c'est comme ça que les gars ils voient ça. Puis avouons-le, il y a pire que de devoir s'entraîner dans cette ultra-moderne patinoire de Vaujany et dans cet environnement-là. On est vraiment chanceux de pouvoir s'entraîner ici. Ça fait déjà un mois, je pense, un mois presque et demi qu'on est ici. Puis on est très bien installé ici. Puis ça fait plaisir de venir ici. On a tout ce qu'il faut à Vaujany. Hein? Un super patinoire personnel, ils font tout pour nous ici. Les montagnes, hein? On ne peut pas demander mieux. Hein? Si, on peut demander des victoires. Et résultat de la leçon de patience, les succès sont déjà là. Bon, Christophe Ferrari, il faut que les travaux s'achèvent vite, hein, parce que sinon ils vont rester à Vaujany. Moi, je remercie vraiment le maire de Vaujany, Yves Genevoix, qui est le premier président de la communauté de communes de Loisan, de permettre aux brûleurs de pouvoir s'entraîner. Un grand merci à lui. On travaille beaucoup ensemble avec la patinoire de Vaujany, donc notamment au moment des internationaux de patinage, les galas qui sont organisés aussi à Vaujany. Donc merci à lui. Évidemment, moi j'aimerais que les travaux aillent plus vite, mais vous savez qu'on a détecté, et ça a été voté à l'occasion d'un des derniers conseils métropolitains, des malfaçons dans la comment dire, dans la dalle de la piste, qui correspondent à des malfaçons initiales qui n'avaient jamais été vues. Et ça, écoutez, quand on lève la dalle et qu'on découvre ça, il faut bien le régler et ça prend un peu plus de temps et un peu plus d'argent. Et normalement, les brûleurs de loups devraient faire leur retour sur la glace grenobloise le 18 octobre avec la réception des Rapaces de Gap. Autre équipement sportif, le Stade des Alpes. D'ici quelques jours, c'est le FCG et le GF 38 qui feront gestion commune. L'entente est aussi bonne au Conseil métropolitain entre ces deux-là, vous savez ? Vous leur poserez la question. En tout cas, ils ont été capables de constituer une société dédiée et de gérer cet équipement. Moi, je suis très heureux parce qu'un jour, j'avais dit à la fois au président du FCG comme du GF38, moi, je suis prêt à vous donner les clés. Et de cette idée-là, et a été construit finalement un protocole qui a avancé, qui permet à la métropole d'être vraiment dans son rôle d'investisseur sur son équipement et de permettre à deux belles équipes de pouvoir gérer un outil et d'en tirer bénéfice aussi pour eux, pour leur modèle économique, et de donner vraiment du plaisir, évidemment, aux personnes qui iront les voir. Bon, c'est pas pour le moment, mais on espère que très vite, on pourra retourner voir les matchs et qu'il y ait effectivement plus de spectateurs, en tout cas au Stade des Alpes. Alors, vous le disiez, la jauge est limitée pour l'instant. Vous reversez au club 750 000 € par an. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette jauge limitée, il vous réclame une petite rallonge supplémentaire ? On a un modèle qui prévoit des clauses de revoyure régulières en fonction de la situation. Personne ne pouvait imaginer, lorsqu'on a discuté de ce protocole, la question du Covid. Donc, forcément, nous aurons à revoir cela et chacun assurera la part de sa responsabilité dans cet équilibre. L'important, c'est d'avoir trouvé la voie de la gestion d'un outil qui est quand même très original, qui est unique en France, où une société dédiée, le foot, le rugby, gère un grand équipement. Dernière question pour terminer. Qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité d'une candidature aux élections présidentielles d'Éric Piolle ? Est-ce qu'il ferait un bon président ? Moi, je trouve que c'est une chance pour le territoire. Qu'on puisse parler de Grenoble et que d'abord, moi, je lui tire mon chapeau parce que nous voyons parfois à quel point dans le territoire, la politique peut être complexe. J'imagine même pas ce que ça doit être à un niveau supérieur. Donc, s'il a cette ambition, écoutez, très bien. Et je lui dis, je lui souhaite bonne chance. Moi, je suis, vous savez, un homme de gauche.
profondément écologiste au fond de moi depuis toujours. C'est mon métier qui a fait que je suis devenu écologiste. C'est la science qui m'a fait devenir écologiste. Nous verrons bien ce que sera la gauche. Moi, j'espère que la gauche saura se rassembler pour la présidentielle et avec une candidature qui permette encore une fois de pas simplement regarder passer le premier tour et de se dire qu'on attend 5 années supplémentaires. Merci beaucoup Christophe Ferrari d'avoir vous. participé à ce Récap Info. Cette émission sera rediffusée samedi à 13h. Elle est également en replay sur notre site télégrenoble.net. Bon week-end à tous et à très bientôt.